Le sujet d'aujourd'hui, c'est la médicalisation de la grossesse et la prévention active du cancer. Il est question aujourd'hui de présenter notre projet sur la question cruciale de la santé. Donc on est dans une élection législative, donc j'en profite pour exposer notre projet au niveau de la question de la santé, qui est une question extrêmement importante et qui a brillé par sa totale absence lors des présidentielles. Vous aurez remarqué le débat du mercredi de l'entre-deux tours entre Sarkozy et Hollande. À aucun moment, malgré les scandales du H1N1, du Mediator, des protestes PIP très récentes, avec des milliers de morts, à aucun moment on a parlé de santé. C'est quand même impressionnant. Et alors là, je ne parle même pas des législatives, puisque absolument aucun n'en parle. Déjà, je vais vous dire, il n'y a pas de projet sur les sites internet des candidats, et ils n'en parlent pas. D'ailleurs, en ce moment précis, certains financent des paellas. Donc nous, on essaye pour acheter le vote des gens. Donc nous, on essaye d'élever un peu le débat et de parler des questions importantes qui nous concernent. Donc le but de cette conférence est d'amener des informations importantes aux personnes qui, à un moment ou à un autre, auront à traiter avec le système de soins. Ce qui est le cas de tout le monde. Le code de déontologie impose aux praticiens d'informer correctement les patients. On parle de consentement éclairé, ce qui leur permettra de prendre une décision qui parfois peut entraîner des conséquences sérieuses, mais en toute connaissance de cause. Ne pouvant traiter de la totalité des absurdités des scandales de la médecine moderne et de Big Pharma, j'ai choisi de m'arrêter au sujet de la grossesse qui concerne 750 000 naissances annuelles, ainsi qu'à celui du cancer qui représente la première cause de décès en France. 340 000 nouveaux cancers par an, 145 000 décès par an en France. C'est un choix qui concerne donc énormément de personnes, on dépasse le million. Donc ça concerne énormément de monde. Je précise aussi que le texte lu aujourd'hui est un résumé de livre que je suis en train de terminer, qui se propose d'étudier ce monde moderne à la dérive, et, in fine, je ne suis pas responsable de ce que je vais dire, aucunement responsable. Cette conférence va vous choquer, mais ce n'est pas mon problème ni mon fait. Je ne fais que constater, que faire une synthèse de ce qui se passe. Au cours de ces dernières années, nous avons très souvent parlé dans de nombreuses vidéoconférences de la folie du système de santé moderne et de l'industrie pharmacochimique. Fruit d'un large travail de synthèse, nous avons pu mettre en lumière la dangerosité de Big Pharma, qui s'est muée en une gigantesque machine à empoisonner les patients sans aucune possibilité de l'arrêter, car ses moyens financiers sont pratiquement infinis. Il est quasiment impossible de critiquer cette industrie mortifère sans se faire traiter d'arriéré, d'ennemi du progrès et de la science, etc. C'est d'ailleurs l'exacte copie du système financier que nous trouvons ici et les propriétaires sont exactement les mêmes. Big Pharma est devenu too big to fail, trop gros pour tomber. Et nous devons donc faire avec. Trop d'experts, de médecins, de professeurs, de journalistes, de fonctionnaires et parmi eux des ministres nombreux ont croqué le fruit défendu de la concussion. Il en a résulté une prévarication totale et un pourrissement des systèmes qui, avec le temps, est devenu criminel, car le nombre de victimes dépasse largement le million. L'avocate toulonnaise des victimes du Mediator, Christine Ravaz, a déclaré le 18 novembre 2012 à une journaliste d'RTL qu'il était impossible de trouver des experts indépendants des laboratoires Servier. Impossible, puisque maintenant les experts doivent déclarer leur conflit d'intérêts. Dans toute la France, 65 millions d'habitants, toutes ces universités qui ont formé toutes ces expertises, tous ces experts en expertise, eh bien il n'y en a pas un d'indépendant du laboratoire Servier. Servier a acheté tout le monde. C'est gravissime. Étant donné la gravité de l'affaire et l'importance de sa médiatisation, aucun expert n'a signé la déclaration sur l'honneur imposée par l'ONIAM, Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Les moyens de l'industrie pharmacochimique sont illimités, gigantesques. Leur lobbying entre carrément dans les deux assemblées, nationales et le Sénat, et dicte aux députés et autres sénateurs corrompus les lois qu'ils doivent faire voter. Usque ad mortem, jusqu'à la mort, il ne faut surtout pas les empêcher de continuer leurs crimes malgré les très nombreux scandales constatés ces dernières années et leur lot de victimes. Cela a été malheureusement vérifié lors de la tentative avortée de manipulation d'un rapport sénatorial par la sénatrice UMP Marie-Thérèse Hermange pour minimiser la responsabilité de Servier dans ce meurtre de masse sanitaire
rendu possible grâce à la complicité honteuse d'un professeur de pédiatrie génétique, Claude Grichelli. Je ne vais pas me gêner, je vais balancer les noms, il n'y a pas de souci, comme toujours. Une écoute téléphonique entre ce Grichelli et Marie-Thérèse Hermange, et le directeur opérationnel de Servier, un certain Jean-Philippe Seta, le 24 juin dernier, nous délivre cette conversation accablante. Deux points, j'ouvre les guillemets. Je me suis fichu des choses nulles qui n'avaient pas d'importance, mais bien sûr, j'ai regardé les phrases clés importantes qui concernaient la responsabilité de Servier. Et donc, j'ai fait changer pas mal de choses. Fin de citation. Donc, nous avons un élu politique qui change les textes de loi à l'avantage de chez Servier, de Servier. Est-il utile de rappeler ici le passé professionnel de l'ex-ministre de la Santé Roselyne Bachelot-Narquin, qui a travaillé 14 années durant dans l'industrie pharmaco-chimique, ou celui de Nora Berra, ex-secrétaire d'État chargée de la Santé auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, et qui a travaillé 10 ans pour l'industrie pharmaco-chimique. Sans oublier les liens très étroits entre Servier et l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, ainsi que son épouse d'ailleurs, puisque celui-ci a été financé à plusieurs reprises à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs à l'époque. Et pourtant, lorsque Douste-Blazy a été auditionné en mai dernier à l'Assemblée nationale dans l'affaire du Mediator, il a juré n'avoir jamais eu de lien d'intérêt avec Servier, ce qui constitue à l'évidence un parjure, c'est très grave. Tandis que son épouse a tout simplement travaillé pour Servier. Déjà, c'est un conflit d'intérêts. Est-il utile de rappeler que le conseiller de toujours de Servier en matière d'optimisation fiscale n'est autre que le président de la République, ex-président de la République, Nicolas Sarkozy de Najib Boksa. Malheureusement, le temps a fini par nous donner raison, et chaque jour un peu plus. Il faut savoir que le Mediator à lui seul est la cause de plusieurs milliers de morts et de dizaines de milliers de malades chroniques graves. Calcification des valves cardiaques. Il ne faut pas oublier les méfaits engendrés par son ancêtre l'isoméride, ou le scandale actuel du même laboratoire Servier, scandale du protélos. Que dire du cirque plus que révoltant et que nous ne saurions oublier de la fausse pandémie mondiale de grippe AH1N1 et qui devait tuer au dire de ses promoteurs des dizaines de millions de personnes et dont en fin de compte la mortalité a été inférieure à celle d'une grippe saisonnière. C'est les chiffres, c'est... Une panique orchestrée par une ministre de la Santé, plus que médiocre, je dirais même imbécile, qui a fait de son mieux pour commander 94 millions de doses, avant même de savoir s'il en fallait une ou deux pour être immunisé, vous vous rappelez. Un autre scandale plus ancien, mais dont les effets se ressentent encore aujourd'hui, et qui concerne les femmes enceintes, justement, est le désastre de la thalidomide, un antinauséeux, qui provoquait de graves malformations congénitales dès le moindre comprimé avalé. C'est un antinauséeux. Tout le monde sait que les femmes enceintes, les quelques premières semaines, ont des nausées. Donc, dès que vous prenez un seul premier comprimé, c'est dire la toxicité, c'est impressionnant, eh bien, ça provoquait des malformations congénitales. Vous savez ce que c'est qu'une malformation congénitale? C'est très grave. Il a causé des dizaines de milliers de malformations graves et le décès d'une grande partie des nouveau-nés atteints, ce qu'on appelle un meurtre de masse. Il faut aussi savoir que les femmes exposées dans le ventre de leur mère au distilbène, premier oestrogène de synthèse utilisé dès 1940, souffrent de nombreux problèmes de reproduction et sont soumises à un net accroissement du risque de certains cancers, selon une vaste étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Cette analyse a été effectuée, entre autres, par des chercheurs de l'Institut national américain du cancer sur le diéthylstilbestrol, ou DES, prescrit en France sous la marque Distilben. C'est un gros scandale qui avait fait vraiment du bruit. Un dernier, juste pour le plaisir de les enfoncer davantage et de dénoncer leurs crimes abominables, le scandale de l'hormone de croissance et de l'association France Hypophyse, qui récupérait l'hormone de cadavres humains et malades. Officiellement, depuis 1992, 900 enfants auraient été exposés et 96 d'entre eux sont décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ça, c'est un joli scandale. Bref, je ne vais pas vous infliger une énumération de toutes les absurdités du système de santé actuel. Cela serait tellement fastidieux et trop long. Et je vous renvoie pour cela à d'autres travaux qui ont été consacrés. Nous allons donc aborder le sujet même de cette conférence. Certains peuvent d'ores et déjà se demander quel pourrait être le lien entre la grossesse et la prévention du cancer. À première vue, en effet, non. Mais laissez le cours de la conférence se développer et vous comprendrez pourquoi. Le lien se fera naturellement.
Commençons donc par la grossesse. Sa définition est simple. La grossesse est le processus physiologique au cours duquel la progéniture vivante d'une femme se développe dans son corps depuis la conception jusqu'à ce qu'elle puisse survivre hors du corps de la mère. Fin de définition. Donc c'est un processus physiologique. Un seul mot nous importe dans cette définition, c'est le mot physiologique, c'est-à-dire c'est quelque chose de naturel, de normal, qui se fait, qu'il faut laisser faire et sur lequel il ne faut jamais intervenir. Voilà. Comme par exemple le sommeil ou je sais pas, enfin la soif, vous avez soif, vous buvez. Vous n'allez pas prendre un médicament pour avoir soif, pour boire, ou un médicament pour cesser d'avoir soif. Ça n'a aucun sens. Les trucs physiologiques, on les laisse se faire naturellement. Malheureusement, alors, où est-ce que j'en étais? Seul ce mot nous intéresse, donc physiologique, car nous verrons qu'il a été complètement corrompu et dévoyé par la médecine moderne, à telle enseigne que la grossesse pourrait être définie de nos jours en ces termes. Deux points, j'ouvre les guillemets. La grossesse est le processus pathologique au cours duquel la progéniture vivante d'une femme se développe ou non, dans son corps obligatoirement malade, depuis la conception jusqu'à ce qu'elle puisse survivre ou non hors du corps de la mère. Fin de citation. Eh bien oui, comme vous le voyez, la grossesse est devenue une maladie que l'on se doit de traiter dès son commencement et jusqu'à son terme, et je dirais même avant la conception et bien après l'accouchement. Nous allons décrire maintenant le déroulement classique d'une grossesse en France afin d'expliciter notre propos. Ça, c'est le déroulement que va rencontrer n'importe quelle femme dans le système de soins et bien sûr de son compagnon. Ils vont vivre ça obligatoirement. Il faut noter avant toute chose que le corps de la femme est médicalisé à outrance par la prise tout au long de sa vie sexuelle de pilules contraceptives, source d'une véritable inondation hormonale. Dès que sa faculté de procréation cesse, la femme sera traitée contre la ménopause, qui est elle-même une étape physiologique de la vie, qui est aujourd'hui classée comme une maladie, la ménopause, alors que c'est un état physiologique tout à fait normal qui n'exige aucun traitement. C'est une technique réputée de Big Pharma qui invente des maladies pour pouvoir vendre de nouveaux traitements toujours plus chers. Elle sera traitée avec des œstrogènes cancérigènes qui augmentent de 70% les risques du cancer du sein. Vous entendez là, hein? Donc, on va donner aux femmes ménopausées des œstrogènes qui sont cancérigènes et qui augmentent 70% les risques du cancer du sein. Le scandale inhumain et criminel du pré-marin est encore un autre désastre sanitaire qui prouve cette dérive fatale de la médecine moderne. La production de ce médicament, le pré-marin, est d'une sauvagerie inhumaine puisqu'il est question d'un cheptel de 75 000 juments gestantes, enceintes, vivant dans des conditions honteuses, sur lesquelles se remplaçaient des cathéters, souvent infectés, pour collecter l'urine riche en hormones. Et qu'on va donner aux femmes de l'urine pour collecter l'hormone qu'il y a dans l'urine des juments. Eh bien, pour les donner aux femmes, pour la ménopause, pour les traiter. C'est le pré-marin. Le pré-marin, renseignez-vous. Revenons à notre pilule contraceptive. Le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, a diffusé en 2005 une information d'une importance capitale, mais qui est passée inaperçue. La pilule augmente le risque du cancer du sein, du col utérin et du foie. Il serait judicieux de prendre au sérieux ces affirmations, car effectivement, le nombre de cancers ne fait qu'augmenter exponentiellement en Occident, sachant que cette redoutable maladie n'est pas soignée à ce jour. Donc vous l'aurez remarqué, ce n'est pas les virus, enfin le garde-asile qui veut sauver les filles du cancer du col de l'utérus, non. On donne des pilules aux femmes qui vont leur créer un cancer, et après on se moque d'eux en les empoisonnant en garde-asile pour leur faire croire qu'elles vont échapper au cancer, alors que c'est la pilule qui va leur donner ce cancer. Autre fait ignoré, la fertilité aussi bien de l'homme que de sa compagne est en chute libre. En effet, la production spermatozoïde a diminué de moitié au cours des 50 dernières années. C'est le premier problème inquiétant auquel il fait face un couple soucieux de fonder une famille. Diapo, s'il te plaît. Les causes peuvent être nombreuses, médicamenteuses, pilules contraceptives, environnementales, alimentaires, etc. Dernièrement, l'Union européenne a répertorié 550 perturbateurs endocriniens. 550. Que l'on retrouve souvent dans notre environnement immédiat ou dans notre alimentation. Par exemple, le bisphénol A, présent dans les biberons, le DDT, les PCB, les dioxines, les phtalates, les pesticides organochlorés et autres médicaments, etc. Et pour aggraver ce constat déjà alarmant en soi, 30 000 substances chimiques devront être enregistrées dans les décennies à venir.
dans la décennie à venir. Le seul travail de prévention de nos élites scientifiques et politiques se résume dans les faits à imprimer une tête de mort sur les conditionnements de ces produits ou à organiser des colloques scientifiques européens où le blabla est roi et ne donne jamais d'action concrète. C'est-à-dire on va vous mettre des trucs on va dire c'est mortel, oui il y a une tête de mort, etc. Mais il n'y a rien derrière. C'est commercialisé. Une étude récente ayant porté sur la qualité du sperme de plus de 1300 jeunes gens sur une génération de 18-30 ans, a conclu à une sous-fécondité ou qualité séminale anormale pour 57,8% d'entre eux. 57,8%, pas 5,7, 57, plus de la moitié. Il faut rappeler que 3 critères définissent un spermogramme normal. Le nombre, par millilitre de spermatozoïdes, la mobilité et la forme. Tout ceci est détruit. Mobilité hasardeuse, un nombre abaissé et des formes et difformes. L'incidence du cancer des testicules a augmenté de 50% en 20 ans. Selon le professeur Bernard Gégou, président du conseil scientifique de l'INSERM et directeur du GERM, ou groupe d'études de la reproduction chez l'homme et les mammifères, la résultante de cette pollution généralisée est, j'ouvre les guillemets, les mécanismes sont différents, mais le résultat est à sens unique, une féminisation de l'appareil hormonal masculin. Fin de citation. Une des causes principales de cette féminisation est l'hormone féminine présente en grande quantité dans l'eau de robinet à cause de la pilule contraceptive. Car les filtres et traitements des eaux usées n'ont pas prévu ce type de molécules. Il en est de même pour les antidépresseurs, le paracétamol et les antibiotiques. C'est le concept même de médication passive que tout le monde connaît ou peut-être ne connaît pas. C'est-à-dire quand vous prenez un verre d'eau qui n'est pas filtré au charbon actif, vous faites un traitement hormonal, antibiotique, paracétamol et antidépresseur en même temps. Cette stérilité va créer une demande inédite dans l'histoire humaine, celle du don de sperme. En résumé, certaines personnes donnent ou vendent pour arrondir leur fin de mois leur sperme que d'autres achèteront. Comment un être humain peut-il donner aussi facilement sa semence à une femme en sachant qu'il en résultera un être humain qui sera son propre enfant biologique ? Comment en étant arrivé à nier la réalité du lien biologique et génétique de l'enfant issu du don de sperme, cette négation étant entérinée et consacrée par un simple papier d'état civil? C'est-à-dire le fils, c'est le vôtre, mais ce n'est plus le vôtre. Par contre, un simple papier d'état civil va décréter que c'est le fils d'un autre. C'est quand même délirant. La dérive en Amérique du Nord atteint des profondeurs ténébreuses. Un film récent intitulé Starbuck narre l'histoire d'un vrai Torontois, David Wozniak. Ce dernier, après un don de sperme, se retrouve aujourd'hui avec près de 1000, 10 fois 100, 1000 demi-frères et sœurs de par le monde. Cette dérive pose la problématique extrêmement sérieuse et préoccupante des risques d'inceste et de maladies génétiques graves. 2 demi-frères et sœurs peuvent très facilement se marier, voire même pire, un père donneur et sa fille, 25 ans après la fécondation, sans même le savoir. Il suffit de voir la prolifération des sites de vente pour comprendre la dérive dans laquelle plonge le monde occidental. 300 € le don de sperme et 25 $ pour la photo du donneur et ton bébé, 25 autres $ pour un test psychologique, une petite interview audio contre une énième petite rallonge, etc. C'est une dérive eugénique flagrante qui ne laissera place qu'aux grands blancs ou bruns aux yeux bleus, universitaires et sportifs comme dans les films hollywoodiens, et au détriment des petites tailles ne répondant pas au canon actuel de beauté. Pire encore, une caractéristique inquiétante se généralise parmi les banques de sperme mondiales. À terme, la disparition pure et simple des roux. Personne n'en veut. Les roux. À quoi bon s'inquiéter de la disparition des pandas ou des baleines lorsque l'homme lui-même est en voie de disparition? C'est curieux. Un autre facteur néfaste à la production de spermatozoïdes dès le plus jeune âge est la mise à température corporelle de testicules qui ne doivent pas l'être à cause des couches plastifiées et hermétiques d'aujourd'hui. Je m'explique. Le développement normal des gonades du bébé ne peut se faire qu'à une température inférieure de 2 à 3 degrés à celle du corps. C'est pour ça que le scrotum, le sac testiculaire, est en dehors du corps, parce qu'il ne supporterait pas les 37 degrés. Donc il est à 35 degrés. Ces conditions ne peuvent être réunies que grâce à des couches lavables en coton qui permettent la respiration naturelle du textile et une meilleure ventilation. Sans oublier 2 autres points importants, plaidant contre l'usage généralisé de ces couches, leur herméticité et leur caractère polluant, plusieurs milliards par an, seront la cause de nombreuses irritations cutanées du bébé, lesquelles seront traitées par des pommades chimiques aux excipients plus que suspects.
Enfin, le prix des couches jetables représente un sacré budget comparé aux couches lavables, qui, elles, peuvent être utilisées presque à l'infini pour les différents membres de la fratrie. Donc vous investissez 400 ou 500 euros et c'est pour la vie. Vous pouvez faire 10 gosses. Par contre, les couches lavables, c'est 80 euros par mois par enfant. C'est minimum 2 ans. Et c'est excessivement polluant puisqu'il s'agit de milliards, 750 000 naissances, 5-6 couches par jour. C'est monstrueux, c'est monstrueux. L'âge de plus en plus tardif de la grossesse, qui tourne autour de la trentaine aujourd'hui, est contraire à la biologie humaine, qui réserve à la fécondation les meilleures chances, aussi bien pour la femme que pour son compagnon autour de 20 ans. Ce retard ne peut que rendre le rôle des parents beaucoup plus dur, car les nuits blanches et le travail nécessaire à l'éducation des enfants est bien plus simple à 20 ans, c'est d'une clarté aveuglante. C'est un choix sociétal curieux, car ce monde moderne scientiste nie l'évidence, pourtant scientiste, et privilégie la réussite et l'aboutissement d'une carrière professionnelle à celle d'une vie familiale épanouie. On se retrouve ainsi avec des couples qui ne réussissent leur première fécondation qu'au bout d'une année en moyenne. Cette moyenne dépend de plusieurs paramètres: âge, fertilité de chacun, etc. Pour augmenter les chances de réussite, une grande partie des couples est déjà médicalisée en hormones censées faciliter l'ovulation. Il est utile de rappeler à ce niveau de l'exposé que la femme enceinte doit éviter toute médication durant la grossesse, mais aussi en période de lactation. Très important. Les 3 premiers mois d'embryogénèse sont les plus importants parce que c'est les mois où il y a une formation des organes, l'organogénèse. Mais l'interdiction médicamenteuse doit être observée durant la totalité de la grossesse, sauf exception évidemment, lorsque le pronostic vital est engagé par exemple. Le miracle de la fécondation enfin réalisé, la femme désormais gravide, enceinte, se retrouve obligée d'emprunter un parcours de soins balisé, lent et complexe. De multiples analyses biologiques seront prescrites après pour but de rechercher le groupe sanguin, le rhésus, le RAI, la toxoplasmose, l'hépatite, etc. Puis seront prescrites les fameuses 3 échographies obligatoires, 2e, 5e et 8e mois. En réalité, à la moindre douleur, au moindre saignement le plus insignifiant, les échographies s'enchaînent à un rythme effréné, sans la moindre préoccupation quant à la santé du fœtus en pleine formation, donc en grande fragilité. Sans oublier les fameuses vidéos 3D et en couleur du fœtus, sous fond musical pour faire plaisir à la famille, à papy et à mamie. Ces dernières sont plus puissantes au niveau énergétique. C'est des ultrasons, c'est la même chose, mais beaucoup plus puissants, puisqu'ils s'attardent beaucoup plus longtemps sur la surface du bébé afin de former l'image 3D. Quand les échographies médicales, par contre, à but diagnostique, ne durent que quelques secondes, le rapport bénéfice-risque dans ce dernier cas est relativement favorable. Tandis que ce rapport s'inverse complètement lorsqu'il est question d'échographie de confort 3D pour faire des films. C'est de la médecine sentimentaliste qui a pour objet de créer des documents souvenirs de famille, mais est-ce là le rôle du médecin? D'ailleurs, bizarrement, l'AFSAPS elle-même déconseillera aux femmes enceintes la pratique de l'échographie à visée non médicale. Mais qui s'en soucie vraiment aujourd'hui? Certains médecins américains, après les études assez inquiétantes sur la dangerosité de l'échographie fœtale, déconseillent clairement l'échographie de divertissement. Déjà en 2005, une étude publiée dans les Annales de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis prouvait chez 355 souris une perturbation du développement cérébral du fœtus, plus exactement au niveau du cortex. Une autre étude beaucoup plus ancienne, publiée dans le fameux Lancet, une des plus célèbres revues médicales, et reprise dans The Independent anglais, le journal, cite un échantillon de 3000 femmes australiennes dont la croissance des fœtus était significativement ralentie par les ultrasons. L'échographie consiste à envoyer des ultrasons sur une cible, puis récupérer le retour de signal et le traiter informatiquement pour obtenir une image. C'est ce qu'on utilise aussi pour trouver le pétrole, etc. Chacun peut comprendre facilement que ce champ d'ultrasons est porteur d'énergie et que cette dernière peut causer un stress tissulaire évident. Surtout lorsqu'il s'agit de tissus fœtals en formation, fragiles, immatures. D'ailleurs, la fondation Bill et Melinda Gates finance un projet visant à stériliser temporairement les hommes par application d'ultrasons sur le scrotum, c'est-à-dire les testicules. Le traitement semble être réversible, mais c'est à vos risques et périls. Une réflexion s'impose à la lecture d'une telle information. Si la seule application de quelques minutes sur les testicules crée une stérilité provisoire, qu'en est-il d'une application de très longues minutes à plusieurs reprises sur ces mêmes tissus en formation, donc extrêmement fragiles? La question mérite d'être posée.
Il va de soi que toute contestation de ces échographies abusives est vécue comme un blasphème de la part du milieu médical, qui ne sait plus faire autrement d'ailleurs. Quels que soient vos arguments, même s'ils émanent d'autres médecins et chercheurs, vous êtes immédiatement catalogués dans le chapitre fou, arriéré, intégriste, catholique ou islamiste, sectaire et je ne sais quoi d'autre. Ce milieu professionnel, malgré une multitude de scandales graves récents, décrédibilisants, voire humiliants, n'a jamais de doute et n'a que des certitudes bien ancrées, quelle que soit l'actualité. Entre le 2e et 3e trimestre de grossesse, la femme fait l'objet d'un diagnostic de diabète gestationnel, dû à une intolérance au glucose induite par les modifications hormonales physiologiques. C'est un truc très classique qui se soigne par un simple régime alimentaire. On évite les sucres. Toute femme enceinte diagnostiquée diabétique devra faire attention à son régime, car les complications sur la maman et son bébé peuvent être très lourdes. Ainsi, ces femmes sont systématiquement mises sous aspartame. C'est systématique. Poison cancérigène et neurotoxique reconnu, le lobbying très agressif de l'industrie permet encore sa commercialisation contre toute logique et souci de santé publique. Pourtant, une étude danoise publiée en 2010, c'est récent, conclut avec des résultats effrayants. La consommation d'un soda light, une canette par jour chez une femme enceinte, augmente le risque d'accouchement prématuré de 27%. Avec une consommation multipliée par 4, le risque s'élève à 78% de prématurés. Suite à ces découvertes plus que préoccupantes, des scientifiques ont écrit ce mois de novembre 2011, il y a 4-5 mois, une lettre au ministre de la Santé. Il ne dira pas qu'il n'était pas au courant. Xavier Bertrand, le franc-maçon, pour donner l'alerte sur les risques d'accouchement prématuré chez les femmes enceintes consommant de l'aspartame. Les enfants nés prématurés suite à cet empoisonnement sont sujets à des retards de développement 2 fois plus importants à l'âge de 2 ans, à un risque d'autisme multiplié par 5, ainsi qu'à une morbidité respiratoire augmentée. Rien que ça. Asthme et compagnie. On comprend maintenant pourquoi le nombre d'autistes a décuplé en quelques années, ou tout simplement le nombre de prématurés, car selon un rapport de la DRES, il a augmenté de 15% en 15 ans. Vu le nombre gigantesque de consommatrices d'aspartame qui se comptent en centaines de millions par le monde, et eu égard à la dictature médiatique de la silhouette fine, les résultats seront à la hauteur de ceux de l'amiante, soyez-en certains. Autre découverte concernant les effets du fameux E951, l'aspartame, la survenue de leucémie, cancer du poumon et du foie, prouvée par les travaux de l'équipe italienne de Morando Soffritti, directeur scientifique de l'Institut Ramazzini de Bologne. Ce risque est bien entendu aussi bien couru par la maman que par son bébé et aussi toutes les personnes qui consomment du light. Après 9 mois de grossesse, ou moins, selon sa consommation d'aspartame, l'enfant vient au monde dans un hôpital entouré d'une dizaine de professionnels de santé, infirmiers, sages-femmes, pédiatres, médecins anesthésistes, obstétriciens. D'emblée, la péridurale sera proposée aux femmes qui désirent la faire, non sans leur avoir extorqué sa signature sur un document juridique qui assure à la structure d'accueil l'impunité en cas de pépin. Ça c'est génial, hein, on vous dit que c'est rien, il n'y a aucun souci, par contre on vous fait signer un papier pour ne pas être traîné devant les tribunaux. Voilà. Et ce papier que personne ne lit, hein, c'est trop lent et je voudrais qu'on m'explique comment tout le monde pourrait expliquer ce qu'il y a sur le papier. Il y a quand même en France des illettrés, il y a en France des étrangères, etc. Les effets secondaires de cette anesthésie sont lourds. Elle est demandée par près de 70% des Françaises et jusqu'à 80% des Américano-Canadiennes. Cette anesthésie consiste en l'injection d'un produit spécifique au niveau du canal lombaire, dans le dos en bas, au niveau des lombaires, produisant, lorsqu'elle fonctionne, une anesthésie totale de la taille aux pieds. Hormis un risque de fuite du liquide céphalorachidien induisant des migraines qui reste l'effet secondaire le moins grave, cette anesthésie peut causer une compression nerveuse entraînant une paralysie, voire une extension complète du bloc, causant une rachianesthésie complète pouvant entraîner la mort de la mère et de son enfant. C'est rare, mais ça arrive. Mais les effets de la péridurale sont beaucoup plus graves et pernicieux car ils influent sur le travail obstétrical même de la mère. L'absence de motricité due à cette anesthésie va augmenter les risques d'épisiotomie et de délivrance artificielle qui seront multipliés par 3 selon certaines études. C'est-à-dire que la maman sera totalement relâchée et le travail ne se fera pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que le bébé n'arrive pas, il n'y a plus de motricité, il n'y a plus de poussée, on va couper. Alors l'épisiotomie, on coupe, c'est une petite coupure,
La césarienne, j'en parlerai plus tard, c'est vraiment une coupure abdominale et de l'utérus, etc. L'épisiotomie a elle-même des effets secondaires. Donc, je vous rappelle, vous faites une péridurale, vous augmentez les risques d'épisiotomie. Alors, il y a des pays où il n'y a quasiment pas d'épisiotomie. Donc, si vous faites une épisiotomie, certes, vous sortez le bébé, tout ça, c'est bien, mais il y a des effets secondaires. Lesquels? Eh bien, ouvrez vos oreilles, là. Surinfection, bon, c'est une cicatrice, donc il y a des surinfections possibles, des troubles de la défécation, des douleurs périnéales dans le postpartum, donc en rentrant à la maison, vous avez des douleurs dans le périnée, voire des désagréments d'ordre sexuel dus à des brides cicatricielles. Vous savez, quand il y a une cicatrice, il y a toujours une bride. Hein, voilà. Et ben ça, à un mauvais endroit, ça crée des dégâts, puisque ça touche les tissus érectiles vaginales. Peu de femmes enceintes sont au courant de ces risques encourus, car personne ne les renseigne comme l'exige la déontologie. Pire encore, les bénéfices de l'épisiotomie sont complètement remis en cause, mais les équipes soignantes sont malheureusement peu enclines à mettre à jour leurs connaissances. Il est carrément impossible de changer les habitudes de certains praticiens. Il faut savoir que la péridurale augmente significativement les risques de césarienne que nous traiterons un peu plus loin. Cette anesthésie cause une chute de la pression sanguine maternelle, pouvant entraîner nausées, vomissements et compromettant l'oxygénation de la mère et de l'enfant. Certes, la douleur aura été vaincue, mais à quel prix? Le travail est rallongé considérablement à cause de la diminution du réflexe de poussée naturel, plaçant la femme dans une passivité qui sera régulée par une augmentation compensatoire d'injections d'ocytocine synthétique, comme le pitocin ou le syntocinan par exemple. Donc c'est pour compenser le manque de motricité. Donc on injecte, on crée des problèmes, on continue d'injecter d'autres molécules. Est-ce que c'est intelligent tout ça? Le relâchement de la musculature périnéale induit par la péridurale peut entraîner une modification des conditions de rotation de la tête du bébé qui est capitale pour enclencher la sortie et éviter toute instrumentalisation traumatique pour la maman. Donc, vu que le bébé ne tourne pas bien, donc on va aller le chercher avec des pinces. Et ces pinces créent des lésions. Vous ne rentrez pas des pinces comme ça, ce n'est pas naturel. Et c'est quoi ces lésions? C'est des plaies vaginales avec des hémorragies postpartum à la maison, des plaies cervicales, lésions osseuses. Parce que vous savez, vous êtes en panique, c'est violent. Hein, il y a le bébé, il faut le sortir, il y a la respiration, on suit son rythme cardiaque, etc. Il faut aller très vite. Donc il y a des gens qui... Enfin, on y va, hein, c'est impressionnant. Plaies cervicales, lésions nerveuses, lésions vésicales, incontinence. Un effet secondaire fréquent représente l'incapacité d'uriner qui nécessitera la mise en place d'un cathéter vésical à la maman. Le bébé est soumis également à des risques importants. Échymose, blessures au visage, déplacement des os crâniens et hématomes. Une autre étude a mis en évidence un risque d'hémorragie intracrânienne 4 fois supérieur chez les bébés nés par forceps que chez les bébés nés naturellement. Hémorragie intracrânienne, rien que ça. Une énième étude récente a démontré que les bébés nés sous péridurale étaient beaucoup plus sujets à l'ictère, la jaunisse, que les autres. L'effet secondaire le plus fréquent est une baisse de la tension sanguine de la mère qui sera compensée encore par une nouvelle médication afin d'éviter l'arrêt cardiaque. Autre risque majeur et imprévisible est la dépression respiratoire pouvant être induite par toute injection d'opiacés. Et selon les chercheurs de Bali et Brin, j'ouvre les guillemets, la dépression respiratoire demeure une des complications les plus redoutées et les moins prévisibles des opiacés par anesthésie péridurale. C'est quand même extrêmement grave, hein, c'est très sérieux. Autre effet secondaire et non des moindres, la modification du rythme cardiaque du bébé au moment de la pause, qui peut durer et causer une souffrance fétale. Lorsque celle-ci n'est pas contrôlée, elle impose la réalisation urgente d'une césarienne. Donc on a le rythme du bébé qui change, donc tout de suite on va pour ouvrir, juste après l'injection. Il faut comprendre que toute modification touchant la mère entraîne ipso facto une répercussion chez le fœtus. Toute injection touchera aussi bien l'un que l'autre organisme puisque les drogues injectées traversent la barrière placentaire et auront un effet majoré sur le bébé en raison de son tout petit poids et de l'immaturité de ses organes. Vous savez que la posologie, on donne beaucoup plus petite dose aux enfants qu'aux adultes. Et là, on a une dose adulte pour un fœtus. Enfin, on va dire un bébé formé, c'est vrai, mais bon, c'est quand même une dose adulte qu'on a mis à la maman. On n'a pas mis une dose de bébé. Et il patauge dedans dans cette soupe géniale.
L'augmentation de la température maternelle qui entraîne une augmentation de la température fœtale et ainsi un accroissement des besoins en oxygène du bébé le met dans une situation proche du manque. Cette hyperthermie peut sembler anodine, sauf que certains chercheurs ont prouvé que le score d'Apgar, qui est un indice d'évaluation de la vitalité du nouveau-né sur 10 points, était plus faible chez les bébés accouchés dans ces conditions, avec 10 fois plus de risques d'encéphalopathie ainsi que des risques de convulsions dans la période néonatale. Bon. Selon un travail synthétique du docteur australien Sarah G. Buckley, les mères d'enfants nés sous péridurale déclarent qu'à 1 mois d'âge, leur bébé est moins adaptable, plus intense et plus dérangeant dans son comportement. Ces résultats ne peuvent qu'être logiques et prévisibles lorsque l'on fait baigner le bébé dans une soupe de narcotiques puissants avec une posologie pour adultes pendant plusieurs heures que dure le travail. Pour une primipare, une femme qui vient d'accoucher pour la première fois, ça dure minimum 8 à 10 heures le premier accouchement. 8 à 10 heures, si on a fait dès le départ la péridurale, le bébé vraiment patauge dans ces narcotiques. D'ailleurs, on retrouve ces drogues dans le sang des nouveau-nés plusieurs heures après la naissance. De plus, les habiletés d'allaitement du bébé, en d'autres termes les réflexes naturels, sont meilleurs chez les enfants nés naturellement et sans péridurale, ce qui tend chez les bébés nés sous péridurale à faire baisser leur poids après la naissance et nécessite une hospitalisation encore supplémentaire. Alors il faut savoir qu'un bébé né naturellement, vous le mettez sur le ventre de sa mère, il va chercher le sein tout seul. Il va chercher le sein tout seul pour téter, c'est complètement fou. Un bébé sous narcotique, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Les femmes qui ont subi une péridurale ont aussi un risque plus élevé de prurite après accouchement, de maux de tête, de nausées, vomissements, de rétention urinaire et de fièvre. Dans un autre registre plus subjectif et difficile à quantifier, certes, certaines femmes ont le sentiment, après un accouchement sous péridurale, d'avoir manqué une expérience fondamentale, de ne pas avoir été actrice de leur accouchement. La raison est physiologique, la bêta-endorphine est l'hormone de stress qui s'accumule durant le travail naturel pour aider la femme à transcender la douleur pendant et après l'accouchement. Cette hormone est aussi associée à l'état de conscience normalement modifié et altéré chez la femme en plein travail, qui lui fait se sentir être sur une autre planète et ainsi atténuer naturellement, voire faire oublier la douleur pour laisser place au bonheur extrême de la délivrance miraculeuse. On oublie très vite la douleur de l'accouchement. On l'oublie très vite, puisqu'il y a cette hormone, puis il y a la délivrance et le bonheur d'avoir son propre enfant, c'est quelque chose d'exceptionnellement puissant. La plupart des complications suscitées lorsqu'elles ne sont pas graves se résorbent dans les 3 mois, mais certains problèmes permanents peuvent survenir suite à la lésion d'un nerf durant l'injection entraînant une paraplégie. Quand bien même ces désagréments sont réversibles, ils représentent un réel handicap pour une mère qui doit s'occuper de son nouveau-né. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une maman qui soit à plein temps, qui fasse des nuits blanches pour s'occuper de son nouveau-né. On se retrouve avec une malade, avec plein de cicatrices partout, une obligation de soins, de changement de pansement. Elle sera incapable, sous médication, incapable de s'occuper de son bébé ou de l'allaiter, vous êtes bien d'accord. Nous avons l'impression que l'accouchement est devenu donc un acte extrêmement technique, complexe, imposant l'injection de nombreux produits médicamenteux avec un mépris total de la physiologie humaine ou même des effets secondaires possibles qui sont plus élevés que ne veulent bien l'avouer les équipes médicales. Effectivement, l'OMS même a déclaré en 1996 que l'analgésie par péridurale, en transformant un événement physiologique en procédure médicale, est un des exemples les plus frappants de la médicalisation de l'accouchement normal. C'est l'OMS. On assiste aujourd'hui à une médicalisation sauvage avec un aveuglement et une impéritie troublante. Pire encore, toute complication réelle sera assumée par la seule mère et son enfant, car le système de soins moderne est imperméable aux plaintes. Vous vous retrouverez seul face à un mur infranchissable. C'est terminé. Votre dossier va disparaître. Vos échographies aussi. C'est hallucinant la médiocrité et l'hypocrisie et le système qui est proche de la voyoucratie du système de soins. Avant de clore ce chapitre, on pourrait faire l'abstraction de la césarienne. Acte chirurgical lourd qui tend à se banaliser de plus en plus, puisque son chiffre a doublé en 20 ans, quadruplé en 35 ans.
Sa pratique s'éloigne petit à petit de toute indication médicale et se rapproche de plus en plus à des césariennes de convenance personnelle, alors que les risques de complications sont sérieux, et ces dernières nombreuses. On en arrive à déclencher des accouchements sous césarienne pour ne pas gâcher le week-end de l'équipe soignante. Certains déclenchent l'accouchement pour ne pas payer trop d'impôts, c'est-à-dire pour avoir la part avant le 31 décembre. Je ne plaisante pas. Encore une fois, l'OMS déclarera qu'au-delà de 15% de césariennes, l'acte devient abusif. Elle précise aussi, contrairement aux croyances peu scientifiques du système de soins, que les pays au taux de mortalité natale les plus faibles au monde ont des pourcentages de césariennes inférieurs à 10%. En France, ce taux se situe autour des 20%, mais dépend grandement des établissements de soins, ce qui tend à faire penser que l'acte dépend aussi beaucoup du praticien. Donc si le praticien il adore ça, ben, il la fera. Sinon, l'autre, il s'en passera parce qu'il se casse la tête pour ramener le bébé sans césarienne, c'est tout. Il prend le temps qu'il faut prendre. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, ce taux est de 6%, seulement 6%, c'est le tiers du taux de l'OMS, avec des chiffres de mortalité parmi les plus bas au monde. Ce chiffre annule l'argument de l'âge avancé des femmes comme cause de cette augmentation de césarienne, puisque les sociétés françaises et hollandaises sont comparables au niveau de l'évolution sociétale des couples et de leur désir d'enfant. Les Hollandaises font des enfants très tard, comme les Françaises. Sauf qu'aux Pays-Bas, le paradigme obstétrical est totalement différent du nôtre. L'accouchement y est considéré comme un phénomène naturel. D'ailleurs, plus de 30% des naissances se font à domicile et le taux de péridurale est de 8% pour les primipares, première grossesse, contre 25% en France. Parce que le pourcentage que je donnais au départ, c'est la moyenne. Il est important de souligner le fait qu'une hospitalisation quelconque, donc vous savez, vous avez une épisiotomie, une césarienne, ça va finir comment? Avec des sutures, donc une hospitalisation. Minimum de toute façon en France, c'est 3 jours. Donc toute hospitalisation, toute plaie entraîne une hospitalisation et donc des risques de maladie nosocomiale. Une maladie nosocomiale, c'est une maladie qu'on attrape à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, il y a toutes les maladies de la ville et des environs. Donc les bactéries, les virus, ils sont concentrés où? Ils sont concentrés là-bas. Et s'il y a une négligence de nettoyage et de stérilisation, eh ben vous prenez la bactérie. Le nombre de décès imputables aux infections nosocomiales en France se situe entre 7 000 et 20 000 morts. C'est beaucoup, par an, en France, entre 7 000 et 20 000 morts. D'ailleurs, c'est un sujet tellement tabou que regardez les chiffres comme ils sont. 7 000 selon la police et 20 000 selon les syndicalistes. Décidément, les risques globaux encourus lors d'un parcours de soins médicalisés de grossesse sont à prendre très au sérieux et tout accident grave ou mortel ne doit pas être imputé à la fatalité ou à la malchance, mais plutôt à un jeu insouciant et répété, voire inconscient avec les risques les plus inutiles. Là, on fait vraiment les imbéciles. Et il ne faudrait pas pleurnicher après lorsque les complications surviendront. Certaines mauvaises langues affirment que les établissements privés ont des taux de césarienne plus importants parce qu'ils sont mieux facturés, puisque des chirurgies sont remboursées. Donc, ça peut varier entre 9 et 30% en France. Il y a une clinique en Italie qui a été fermée à cause des taux monstrueux, plus de 50% de césariennes. Donc, il faudrait surveiller, il faudrait demander le taux, les statistiques de l'hôpital ou de la clinique que vous fréquentez. À cause de la cicatrice importante induite par cet acte chirurgical, donc de césarienne, on estime à 1 an en général le délai d'attente avant la conception d'un nouvel enfant. Il faut le savoir. Le nombre de césariennes est aussi limité, car une femme ne peut en dépasser 3 à 4 dans toute sa vie, à cause justement de cette cicatrice abdominale et utérine. Ce dernier point est tout de même important pour tout couple qui désire fonder une famille nombreuse. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire 8 gosses et qu'on lui commence par 3 césariennes, c'est fini. Ils ne pourront pas. Le couple ne pourra pas. Il faut le dire, ça peut intéresser, même si on ne fait pas beaucoup d'enfants de nos jours. Les risques majeurs de la césarienne sont un doublement pur et simple, parfois plus du taux de mortalité de la mère par rapport à un accouchement naturel par voie basse. Plus le taux de césarienne est important, plus les risques de complications maternelles lourdes comme les hémorragies sont importants. Des infections de la cicatrice sont constatées, ainsi qu'une baisse de la fertilité. L'utérus devient cicatriciel, peut rendre plus difficile l'arrivée d'un nouvel enfant. Les risques pour le bébé existent aussi, détresse respiratoire, décès.
Plus généralement, une augmentation des complications est observée chez les bébés nés par césarienne. Sans oublier des risques de blessures avec cicatrices disgracieuses sur le visage du nouveau-né, dans 2% des cas lors de l'incision. Parce que quand on coupe, il y a le ventre ici, mais il y a tout de suite le visage du bébé. Hein, donc on peut lui faire une cicatrice. Évidemment, la nécessité d'hospitalisation en général 8 à 10 jours et de médication brisera le lien naturel entre le bébé et sa maman. Cette dernière, vous vous en doutez, ne pourra pas s'en occuper normalement et pleinement comme il se doit. De nombreux articles scientifiques et ouvrages spécialisés ont démontré que l'heure qui suit la naissance est primordiale pour la création du rapport mère-enfant et que ce lien maternel sera encouragé et consolidé par un maximum d'interaction avec le bébé pendant cette courte période. 1 heure. Même les animaux, c'est comme ça. Toutes ces données ne sont pas là pour alarmer ou pour diaboliser ces pratiques, mais juste pour informer correctement les femmes enceintes, ainsi que l'exige le code de déontologie. Ces informations mettent en relief les dérives d'un système en perdition qui considère désormais le corps humain comme une machine manipulable à loisir, alors que ce même système de santé est incapable de soigner une simple grippe saisonnière. Venons-en à l'allaitement, maintenant que l'enfant est venu au monde et que sa mère est apte à le faire, si celle-ci le désire. Hélas, de plus en plus de femmes modernes refusent d'allaiter leur enfant car elles désirent garder de jolis seins, peu abîmés, et surtout rester libres dans leurs mouvements. Car comme l'a dit Sarkozy dernièrement, concernant l'allaitement de sa fille Julia, c'est de l'esclavage. L'allaitement d'une maman à son fils ou à sa fille, c'est de l'esclavage. Par contre, aller travailler comme caissière ou comme je ne sais où et rester 4 heures dans les embouteillages, ça, c'est pas de l'esclavage, c'est de la croissance. Cette mentalité affligeante et typiquement moderne est d'une grande violence intellectuelle car elle défie la raison et les faits observables. Elle est le résultat d'un individualisme égoïste unique dans l'histoire humaine allant à contre-courant des données de la biologie. Alors je vous rappelle quand même qu'on a voulu tuer Dieu dans le paradigme darwinien, on a scienticisé toute la réflexion humaine, c'est la science qui commande. Par contre, on nie la biologie. Nous sommes des mammifères et nous devons allaiter nos enfants. Eh bien non. Ici se brise le paradigme. Il y a tout qui se brise. C'est quand même pas logique. Nous sommes des scientifiques. Le meilleur aliment pour un bébé, c'est le lait maternel. Pourquoi lui refuse-t-on cet élixir de jouvence? C'est dingue. Parce qu'en fin de compte, c'est faux. Il n'y a aucun paradigme darwinien, ni scientifique, ni scientiste. C'est un paradigme totalement aléatoire, où tout s'impose par la propagande. Donc, je disais, comment aller au restaurant ou sortir en boîte de nuit le samedi soir si j'allaite mon enfant, sachant qu'il peut allaiter toutes les 2-3 heures. Il faut bien reprendre le travail, au risque de ralentir l'ascension professionnelle. Ces femmes se feront alors prescrire des médicaments comme le Parlodel ou le Vasobral. Ce dernier, le Vasobral, présente comme effet indésirable une série alléchante de maux en tout genre. Nausées, surtout en cas de prise à jeun, valvulopathie cardiaque, péricardite, épanchement péricardique, céphalée, troubles digestifs et diarrhée. C'est dingue. C'est-à-dire que son corps produit du lait pour son enfant et elle va prendre des médicaments pour arrêter ce lait. Et prendre tous ces risques, c'est que la mère moderne se donne un mal fou pour priver son rejetant de ce qu'il y a de meilleur pour lui, en étant prête à prendre des risques pour sa propre santé. Il n'y a que l'homme moderne pour penser ou feindre de croire que le lait maternel a les mêmes caractéristiques et les mêmes vertus que cette poudre lyophilisée vendue en grande surface. Croire que cette farine inerte, totalement morte, gigose et compagnie, a un quelconque rapport avec le lait maternel tient de la déraison et de l'aliénation mentale, voire de la bêtise la plus crasse. L'allaitement maternel comble les besoins nutritifs complexes et précis, les exigences immunologiques et surtout affectives liées à la croissance du bébé. Le simple contact charnel avec la mère produit chez le bébé un confort et un bonheur qui ne peuvent être comparés à la simple satiété induite par un vulgaire biberon, de surcroît trempé dans du bisphénol A et désinfecté à l'oxyde d'éthylène, cancérigène. Le contact étroit et intime avec le sein de sa mère lors de la tétée sécurise l'enfant grâce à la reconnaissance du rythme cardiaque de sa maman et aux phéromones de sa maman qui sont pour lui l'odeur unique de la totalité de son être. Il a vécu 9 mois avec le rythme cardiaque de sa mère. Il le reconnaît parmi tous. J'ai vu un documentaire sur les enfants volés, c'est des dizaines de milliers d'enfants volés en Espagne, et il y a une maman à qui on a volé l'enfant, et elle a reconnu son cri parmi tous les cris.
Elle a reconnu le cri d'un bébé. Il faut le faire, ça, reconnaître le cri d'un bébé. Il n'y a qu'une maman qui est capable de faire ça. Ils sont tous pareils, les ouin, 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 ouin. Comment vous allez reconnaître le cri d'un bébé? Eh bien, elle a reconnu, elle est allée le récupérer. Elle est descendue des escaliers, elle a suivi le son. C'est des trucs qui dépassent la raison. Et le bébé, il reconnaît deux choses, l'odeur de sa mère et son rythme cardiaque. Voilà. Donc quand vous le mettez dans ces conditions-là, en plus il tète, c'est-à-dire qu'il va se nourrir, il est au paradis. Eh bien non, on lui refuse. Ensuite, le premier lait, ou le fameux colostrum, produit immédiatement après la naissance, durant encore quelques jours, épais et coloré, un peu verdâtre, est un trésor de diététique pour le nouveau-né. Avant d'aller plus loin dans l'explication du lait maternel, il faut savoir que la science moderne ne connaît pas complètement sa composition. Donc un peu de modestie. Un peu de modestie. Ils ne connaissent pas. On a envoyé des voitures téléguidées sur Mars, mais on ne connaît pas la composition complète du lait maternel. Faut le dire. Ce lait est exactement ce dont a besoin l'estomac minuscule, immature et vierge du bébé, avec une composition unique qui est impossible à imiter. Déjà à température idéale, il est très riche en cellules vivantes, comme les leucocytes, indispensables à la défense immunitaire, encore inexistantes chez le bébé. En immunoglobulines, en protéines, enzymes spécifiques, hormones indispensables, lipides, vitamines, sels minéraux, acides aminés libres, oligosaccharides indispensables à la digestion, etc., etc. Cette merveille de lait a le don de changer sa composition selon l'âge du bébé pour s'adapter à ses besoins spécifiques. Et même durant le laps de temps que dure une seule tétée, le lait change. Parce que la digestion n'est pas la même. La digestion change ce qu'il y a dans l'estomac, et bien le lait change. C'est complètement fou. C'est divin. C'est trop complexe. Ça dépasse toutes nos capacités de compréhension. En effet, la composition très complexe de cet élixir de jouvence est adaptée aux capacités de filtration des organes jeunes et encore immatures. Cette énumération non exhaustive rend compte de l'impossibilité pour l'industrie de fabriquer un lait identique ou même semblable au lait maternel, à moins qu'il sache fabriquer des macrophages, des lymphocytes et des hormones vivantes et actives. Mais ça, il faut qu'on nous le dise, parce que je ne suis pas au courant, moi, de ça. Au contraire, ils sont capables de fabriquer que des cides, bactéricides, virucides, fongicides, que des choses qui tuent. Ils ne fabriquent rien de vivant. Le lait maternel est de surcroît gratuit, tandis que la soupe chimique coûte jusqu'à 80 € par mois. Pour ma part, priver le bébé de ses nutriments indispensables tient du crime consommé. Se priver de ce miracle physiologique produit par le canal galactophore producteur de lait tient de la folie. Et troquer ce miracle de la maternité contre une vulgaire poudre contenue dans une boîte métallique vendue à Carrefour me rappelle l'agriculture hydroponique. N'est-ce pas les agriculteurs, les ingénieurs qui ont essayé de faire des élevages, des cultures de cerises ou de fraises sur de la laine de je ne sais quoi, avec du goutte à goutte de solutions dégueulasses. Certes, ça donne des belles grosses fraises, mais sans aucun goût et sans aucune valeur nutritive. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les enfants. Nous avons des enfants qui poussent, certes, mais qui sont tous malades, cacochimes, valétudinaires. Parce que tout simplement, ils sont pleins de carences. En France, au 4e mois de vie, le taux d'allaitement n'est plus que de 5%, tandis qu'il est de 99% en Norvège et de 95% en Hollande. Car les congés de maternité sont tout simplement plus lents. C'est donc un choix social et politique, tout simplement. Par contre, ces mêmes femmes qui refusent d'allaiter pour X raisons sont prêtes à se faire greffer de faux seins siliconés à des prix exorbitants, juste pour ressembler à des stars dépravées de cinéma et se soumettre à des modes imposés et éphémères et se retrouver in fine avec des implants PIP mortels car cancérigènes, puisque garnis de silicone frelaté. Tant pis pour vous. Il faut savoir que toute femme saine peut allaiter son enfant quelle que soit la taille de ses seins. Il suffit juste de lui montrer comment faire et de faciliter la montée laiteuse avec des tisanes de fenugrec par exemple ou de fenouil. Fenugrec utilisé il y a des milliers d'années par les Égyptiens. À l'hôpital, il n'existe quasiment aucune incitation à l'allaitement, hormis quelques très rares cas de professionnels consciencieux. On remettra à la parturiente un simple questionnaire médical destiné à adapter l'ordonnance type et qui se résume ainsi. C'est une ordonnance type. On coche. Allez-vous allaiter ou non? Oui, non. Des pilules contraceptives? Oui, non. Un peu d'hygiène et de désinfection. Voilà. On ne s'enquiert pas de la santé de l'enfant qui ne profitera pas du lait de sa mère. Par contre, on va très vite lui administrer des gouttes de vitamine D.
C'est-à-dire on lui enlève les oligosaccharides, les macrophages, les lymphocytes, mais les vitamines D, il faut lui donner de la vitamine D. Sinon il risque de mourir de rachitisme, tout de suite. C'est ce que dit le personnel soignant dans une chorale à plusieurs canons bien huilés et synchronisés qui transforme le parcours de soins hospitaliers en quasi-train fantôme. Car la mort guette à tous les coins et recoins selon ces maîtres chanteurs de la médecine. C'est la technique du croque-mitaine. Vous les écoutez attentivement ou vous allez carrément tuer votre enfant. Au moindre refus de soins ou de traitement, c'est la menace de la mort qui plane. Le personnel médical va jusqu'à menacer les parents de représailles judiciaires s'ils n'obtempèrent pas, ce qui est totalement contraire à la déontologie médicale. C'est grave. On n'est plus dans la médecine, là, on est dans la menace. On n'hésite pas une seule seconde à s'immiscer dans les affaires du couple, quitte à susciter en son sein des tensions. Le mari qui veut pas ou qui veut, et la femme l'inverse. Oui, non, mais il m'a dit que ça part en bagarre, alors que là, on est quand même en présence d'une femme qui vient d'accoucher, fatiguée, affaiblie. Enfin, c'est pas le moment. La femme qui accouche est une personne vulnérable. Et le système de soins en profite. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme. Nous voici donc avec notre fameuse vitamine D préventive. Ne demandez surtout pas pourquoi ne pas exposer simplement le bébé au soleil, ce qui permettra de fabriquer au contact des stéroïdes cutanés une authentique vitamine D vivante. Surtout lorsqu'on se trouve dans le Midi. Qu'en est-il du lait maternel? N'est-il pas suffisant? Ne contient-il pas tout ça? Comment faisait-on avant le règne de Big Pharma? On était tous atteints de rachitisme. Si l'on devait suivre aveuglément ces prescriptions universelles de vitamine D, il serait judicieux de faire la même chose à tous les animaux de la forêt et de l'océan, parce que sinon eux aussi vont mourir de rachitisme. Nous ressentons comme un profond malaise lorsqu'on nous rapporte négligemment que l'administration de l'uvestérol ADEC, c'est un médicament qu'on donnait systématiquement aux enfants à l'hôpital Nord par exemple, a été dénoncée car elle provoquait des convulsions chez le bébé. Par contre, ce médicament est toujours commercialisé et aucun rapport de pharmacovigilance n'a été envoyé au centre de pharmacovigilance. Donc, ce qui démontre une panne totale du système de retour d'incidents médicamenteux, etc. Petite anecdote qui va résumer au mieux, je le pense, tout cet exposé, c'est celle de la Biceptine, du laboratoire Bayer. C'est un antiseptique que quasiment toutes les mamans utilisent pour nettoyer le nombril du nouveau-né 2 à 3 fois par jour, jusqu'à ce que le cordon tombe, c'est-à-dire 2 à 3 semaines. Après, le cordon tombe et le nombril est cicatrisé. Les médecins le prescrivent sans restriction et les pharmaciens en vendent, je vous jure, des cartons entiers. Sauf que sa notice précise très clairement ce qui suit dans le paragraphe « Mise en garde spéciale ». 2 points, j'ouvre les guillemets. Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson, en raison des risques de passage dans la circulation générale. Il suffit d'ouvrir ça et de le lire. Voilà. Vous l'ouvrez, vous le lisez. C'est tout, hein. Il m'a fallu 3 lectures consécutives pour croire mes yeux. L'antiseptique le plus utilisé chez le nouveau-né n'est pas conçu ni adapté pour lui, et ni le médecin ni le pharmacien n'ont lu la notice d'utilisation. Pourtant, cette notice date de 2005 et n'a jamais été changée depuis. Nous pouvons en déduire, sans risque de nous tromper, que le cancérigène et spermicide chlorure de benzalkonium qu'il y a là-dedans entre par la plaie du nourrisson et passe dans sa circulation générale et y causera le maximum de dégâts, fût son poids minuscule et son immaturité. Ces dégâts se manifesteront bien plus tard et feront que le lien de cause à effet ne sera jamais établi entre la biceptine et la maladie comme toujours. Voilà. Donc c'est là où vous voyez qu'il y a un très très gros problème intellectuel dans l'industrie et le milieu médical. Venons-en maintenant au chapitre vaccin. Le préféré de notre système de soins est de loin. Rien ne fera changer d'avis à nos apprentis sorciers de l'injection. Pas même de connaître le réel contenu de leur soupe purulente, c'est-à-dire mercure ou thymérosal ou thiomersal, hydroxyde d'aluminium, cellules cancéreuses, formol, OGM, virus vivants et non atténués, etc. Quels que soient les scandales à répétition des vaccins de l'industrie, aucun questionnement n'effleure nos zélateurs de la picouse. Quid de la fumeuse vaccination du H1N1? Quid du scandale du Gardasil qui a causé des morts et des effets secondaires graves? Quid de la vaccination contre l'hépatite B et l'éclosion, voire de l'explosion concomitante de dizaines de milliers de scléroses en plaques? 80 000.
Les années 90. La vaccination est devenue une religion sacrée qui ne supporte pas la contradiction, une secte dangereuse qui a pour gourou un falsificateur au nom de pasteur. Le système de soins se referme de plus en plus à mesure que les scandales sanitaires sont nombreux et graves et contribuent à le discréditer. Bref, une série interminable de vaccins sera proposée à votre enfant afin de le protéger d'hypothétiques dangers. Il est question pour le moment et jusqu'à l'âge de 6 ans d'une soixantaine d'injections, 60 injections de 14 vaccins différents, ce qui a pour inconvénient d'augmenter la concentration de toutes ces molécules dangereuses comme le mercure, l'hydroxyde d'aluminium, etc. que j'ai cités. L'hôpital regorge de publicités pour inciter à la vaccination. Des cartons entiers de tracts sont distribués gratuitement aux mamans, car financés par Big Pharma. Flyers et dépliants magnifiques, avec de très belles photographies de bébés en pleine santé, qui tiennent plus de la propagande sentimentaliste que de la science. Aujourd'hui, un seul vaccin est obligatoire en France, celui du BCG, et uniquement pour les 2 premières injections. Seulement. Et le DTP, oui. Il n'est plus commercialisé. Depuis 2008, ce dernier n'est plus fabriqué et commercialisé en France car il a causé en 2008 un nombre important de réactions allergiques. Il n'y a donc plus aucun vaccin obligatoire. Et pourtant, il y a le DTP. Il y a le DTP. Seulement, il n'y a plus que le DTP, le BCG a sauté. Les fanatiques de l'inoculation prescrivent des quantités de vaccins non obligatoires. Et la mode aujourd'hui est aux vaccins multivalents comme le Pentavac ou Inforix Hexa. Ils peuvent contenir donc 6 souches de vaccins, comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les infections à Haemophilus influenza type B, alors qu'il est impossible à un enfant de contracter ces 6 maladies en même temps. Vous êtes d'accord? Vous vous voyez contracter toutes ces maladies d'un coup. Grâce au vaccin, c'est un pack cadeau, pack platinum. Pire encore, il n'y a que 2 possibilités de contracter le virus de l'hépatite B, un rapport sexuel ou une seringue de drogué. Pourquoi donc vacciner tous ces enfants qui n'auront pour leur très grande majorité aucune chance d'être en contact avec le virus, hein? De 0 à 15-16 ans, on va dire, on n'a pas de rapport sexuel, sinon ça serait inquiétant. On n'est pas un adepte de la seringue d'héroïne, sinon ça serait encore beaucoup plus inquiétant. Je dirais même c'est plus grave d'être héroïnomane qu'atteinte d'hépatite. Bon, bref, c'est pas grave. Le dépliant Vacciner son bébé, réalisé par GSK, GlaxoSmithKline, en décembre 2010, présente le calendrier vaccinal des moins de 2 ans. Il explique à la page 6 la dangerosité des maladies comme la diphtérie par exemple, tout en indiquant, je cite, « Le fait de faire vacciner les enfants a permis de faire disparaître la maladie en France. » Ben alors, ça ne sert à rien de vacciner. Si la maladie a disparu. La maladie a disparu. Ils l'écrivent texto. Alors pourquoi vacciner? Les risques d'être en contact avec un malade étranger est rarissime puisqu'il n'est pas censé voyager du fait même de son statut de malade. S'il est malade, il est chez lui, il est hospitalisé. Concernant le tétanos, il est quasiment impossible de le contracter si on n'a pas de problème de vascularisation. D'ailleurs, les seuls malades en France, les 3-4 malades annuels en France, ce sont des vieillards de 4e âge qui ont des ischémies. Puisque la bactérie est anaérobie stricte. Le moindre contact avec l'oxygène la tuerait. D'ailleurs, vous ne la trouverez jamais dans le sang, hein, c'est impossible. Ça passe par le système nerveux, d'où les crises de tétanie. Mais une phrase encore plus intrigante se trouve à la page 7 de cette brochure concernant le tétanos. Je cite, « La vaccination est le seul moyen de se protéger de cette maladie car on ne fabrique pas d'anticorps après avoir été infecté. » Je ferme les guillemets. Alors moi je croyais que le vaccin, c'était pour fabriquer des anticorps contre la maladie. Alors que là, la maladie elle-même ne fait pas fabriquer d'anticorps. Alors il faut m'expliquer le concept là. Intellectuellement, il faut m'expliquer le concept. Et d'ailleurs, les anticorps, ils ne pourront jamais attaquer le tétanos parce que s'ils sont dans le sang, le tétanos est déjà mort puisqu'il est un anaérobie strict. Il faudrait que quelqu'un m'explique ce concept, mais personne n'est capable d'expliquer ce concept. C'est une folie que d'injecter cette purulence vaccinale dans le corps d'un enfant dont le système immunitaire est totalement immature et met 6 ans, je dis bien 6 ans, comme tout bachelier le sait, puisque c'est au programme terminal, pour arriver à maturité. Il faut savoir que la complexité prodigieuse du système immunitaire humain est encore à découvrir, et pourtant, ces apprentis sorciers font des expériences risquées sur des bébés en parfaite santé.
On sait aujourd'hui que le mercure contenu dans les vaccins et qui fait office de conservateur est responsable d'une grave intoxication aux métaux lourds. Si on y additionne le mercure des plombages dentaires et celui qu'il y a dans l'eau, on comprend aisément l'étiologie d'un grand nombre de maladies neurodégénératives. On sait aussi, d'après les travaux des professeurs Gherardi et Chérin, que l'hydroxyde d'aluminium, qui sert d'adjuvant, est responsable d'une grave maladie musculaire handicapante, la myofasciite à macrophages. Pour plus de détails sur le danger réel de la vaccination, je vous invite vraiment et chaleureusement à voir le documentaire Silence en vaccine de Lina Bemoreco. De nombreuses associations et de plus en plus de médecins se lèvent contre cette tyrannie de la vaccination universelle, qui refuse de prendre en compte les effets graves sur la santé d'enfants de plus en plus malades. Donc la vaccination est un acte médical universel. On est tous égaux devant la vaccination, alors qu'on a tous des corps différents. Tous. Il y a des enfants qui sont morts le lendemain de la vaccination et d'autres qui ont supporté les vaccinations. La vaccination est un acte médical qui devrait être... Bon, enfin, moi je suis un antivaccinaliste complet, hein, donc il ne devrait être rien du tout, il faut l'arrêter, c'est un scandale. Affaibli par de nouvelles atteintes inconnues jusque-là, comme l'explosion des statistiques de l'autisme, qui ont été décuplées en quelques années, des allergies, des maladies endocriniennes ou auto-immunes, etc. En effet, une étude allemande récente connue sous le nom de KIGS, K-I-G-G-S, a prouvé que les enfants vaccinés étaient 2 fois plus atteints d'allergies que les non-vaccinés. 2 fois plus atteints d'allergies que les non-vaccinés. Ils présentent aussi 14 fois plus de maladies auto-immunes que les autres. 14 fois, 1400%. Cet automne, une épidémie de rougeole a été constatée au Canada, alors que parmi les enfants malades, plus de 50% d'entre eux étaient vaccinés et avaient respecté la totalité des rappels. Pourtant, aucun questionnement ni aucune remise en cause ne se font par les autorités compétentes. C'est dingue. C'est dingue, c'est complètement fou. Puisqu'elles sont toutes corrompues par les billets, les montagnes de billets de Big Pharma. Un autre inconvénient des vaccinations systématiques est de retarder le diagnostic d'une coqueluche, par exemple, car l'enfant a été vacciné. Donc un enfant, il vient, il présente une coqueluche. Enfin, on ne sait pas ce qu'il présente. Et il a la symptomatologie de la coqueluche. On prend son carnet de vaccination, il a été vacciné. Le médecin pensera en dernier à la coqueluche, puisqu'il a été vacciné. Et pourtant, il a la coqueluche. Vous comprenez la problématique? Donc ça va camoufler et ça va rendre plus difficile le diagnostic d'un médecin. La grande générosité de l'Occident mercantiliste ira jusqu'à offrir des vaccins gratuitement à l'Afrique, à condition d'acheter des couches Pampers. La décence devrait nous préserver de ce genre de sentimentalisme obscène qui mélange profit et humanisme, mais c'est sans compter sur ces adorateurs de mammon. Autre manie de la médecine allopathique, le test de Guthrie. C'est le fameux test que tous les parents connaissent et qui nécessite un prélèvement de 9 gouttes de sang au talon des bébés à partir du 3e jour et dont le résultat, même négatif, ne garantit absolument rien selon leur propre brochure d'information. C'est d'ailleurs la seule et unique cause d'hospitalisation de 3 jours, alors qu'en Hollande ou en Californie, celle-ci est d'1 journée seulement. C'est pour ça qu'ils veulent vous garder 3 jours à l'hôpital. Même si l'accouchement s'est très bien passé, voix basse, 4e accouchement, ça a duré 1 heure, eh bien ils vous gardent 3 jours pour faire le test de Guthrie. Ne refusez pas cette hérésie, malheureux. Autrement, vous verrez défiler tout le personnel pour essayer de vous convaincre et surtout comprendre le pourquoi du refus de test de Guthrie. Vous serez traité de parents indignes et irresponsables, jouant avec la vie de votre enfant. Vous serez accusé d'arriération mentale, de sectarisme. De toute façon, vous recevrez une série de courriers à domicile pour vous inciter à faire le test autant de fois que nécessaire. Il faut vraiment être doté d'une très forte personnalité et de solides arguments pour tenir tête à ces dictateurs de la génomique. Car il s'agit d'un test sur ADN réalisé sur le bébé par un laboratoire privé afin de détecter des maladies comme la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose et la mucoviscidose. Nous allons déjà évacuer le problème de la drépanocytose car il ne concerne que les Africains, en général, les Noirs. La phénylcétonurie concerne une naissance sur 15 000, donc 50 cas, sur 750 000 naissances annuelles. L'hypothyroïdie congénitale, 1 sur 4 000, donc 187 personnes. L'hyperplasie congénitale, 62 personnes, et la mucoviscidose, 187 personnes. Ce qui fait un total de 484 cas, à peu de choses près. Je vous ai fait les calculs.
L'hyperplasie, alors où j'en étais, voilà. Donc, on réalise donc une campagne nationale de dépistage sur 750 000 bébés chaque année pour seulement 484 cas de maladies qui ne sont pas mortelles, hein, du moins certaines d'entre elles. Les bénéfices d'une telle campagne nationale sont loin d'être prouvés, surtout lorsqu'on sait qu'une telle manœuvre est très coûteuse et les risques pour un enfant de tomber malade est donc de 0,06%. Le rapport bénéfice-risque est loin d'être favorable, surtout lorsque l'on sait qu'on a fermé des commissariats, qu'on a, par exemple, on a fermé des commissariats parce que ça coûtait trop cher, on a mis au chômage des dizaines de milliers de flics, l'insécurité a augmenté, il y a des assassinats à la Kalachnikov dans nos quartiers, ça ne dérange personne. Et par contre, là, on va dépister 750 000 enfants systématiquement pour rien. Donc, il y a quelque chose derrière tout ça. Les gouttes de sang seront conservées pendant 1 an au laboratoire après cette période. Le RIVM, ou Institut National pour la Santé Publique et l'Environnement, peut encore utiliser le sang de votre enfant 4 ans pour une analyse scientifique, à moins de le refuser par écrit. Ça, personne ne le sait, ça. Déjà, 28 millions d'enfants français ont été testés au Guthrie. On voit ainsi sous nos yeux se constituer un fichage génétique extrêmement inquiétant. Vu l'absence totale de conséquences pénales contre les responsables, à chaque fois qu'il y a des scandales, je suis loin de faire confiance à cette déclaration qui n'engage que les niais qui y croient. Donc, refusez catégoriquement cette supercherie sans queue ni tête. C'est maintenant que se fait le lien avec le cancer et qui éclaircira enfin le titre de cet exposé. Si vous avez 0,6% de chance de contracter une des 5 maladies du test de Guthrie, vous aurez par contre infiniment plus de chances de développer un cancer. Vu les 320 000 nouveaux cas recensés chaque année, et non pas 448, non, 320 000 nouveaux cas de cancer, vous avez 0,5% de chance de l'avoir. Chance qui s'additionne avec celle de l'année suivante, puisqu'il y a de moins en moins de personnes saines, et au bout de quelques années, nous serons des millions de personnes touchées. Avec plus de 145 000 décès par an, et en constante augmentation, vous avez également 0,22, et non 0,06. 0,22% de chance de mourir d'un cancer chaque année. Donc c'est une chance sur 500, un peu moins. Je vous prie de croire que la fin de vie d'un cancéreux est extrêmement douloureuse et d'une violence rare. La morphine n'ayant plus aucun effet, le malade ne pèse plus que le poids de ses os recouverts d'une peau verdâtre qui attend la mort avec empressement, telle une délivrance. Le traitement actuel du cancer se résume à la radiothérapie et à la chimio. Or, c'est un total échec cuisant et troublant vu les dizaines de milliards injectés dans la recherche depuis plus de 30 ans, sans aucun résultat. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts et des chercheurs, comme par exemple le professeur Bellepomme qui dit « on est en train de perdre la bataille et la guerre contre le cancer ». Alors que les statistiques épidémiologiques explosent et malgré les plans cancer 1 et 2 de Chirac et Sarkozy. Le site du Dr Alain Scoy a parlé d'une étude qui a été effectuée en Australie sur des Australiens et des Américains et qui étudiait les résultats de la chimio et de taux de survie au-delà de 5 ans. Et il est de 2,3%. Donc il y a 2,3% de personnes qui survivent au-delà de 5 ans à la chimiothérapie. Tous les autres sont enterrés 6 pieds sous terre. En d'autres termes, seulement 2 personnes survivent après 5 ans de chimio. N'importe quel autre aliment ou plante prise au hasard devrait pouvoir dépasser ce pourcentage catastrophique de survie. Et pourtant, ça continue usque ad cadaver, jusqu'à la mort, jusqu'au cadavre, comme si cette étude n'avait jamais existé. Les intérêts financiers des Big Pharma sont immenses et il faut savoir qu'une seule seringue de traitement peut coûter des milliers d'euros à la communauté, car totalement remboursés par la sécurité sociale, certains traitements coûtent 150 000 € par an. Déjà, en 1985, le professeur Maté déclara dans l'Express « Si j'avais une tumeur, je n'irais pas dans un centre anticancéreux ». C'était le plus grand patron de la cancéro en France. Le professeur Henri Joyeux, cancérologue aussi, déclara quant à lui « Ce sont des intérêts financiers gigantesques qui permettent d'expliquer que la vérité scientifique soit encore aujourd'hui trop souvent occultée. 85% des chimiothérapies sont contestables, voire inutiles. Des milliards d'euros engloutis dans des recherches aussi stériles qu'inutiles, milliards issus aussi bien des impôts que des dons des particuliers que l'on sollicite constamment, sans oublier le remboursement d'autres milliards que ces poisons coûtent à l'assurance maladie. Donc l'État va financer de la recherche
on va vous faire le don, l'arc, etc. Vous allez donner des sous. Après, la sécurité sociale va payer ces laboratoires qui fabriquent ces poisons, des milliards engloutis pour rien. Faut-il rappeler aussi le scandale de l'ARC, association plus de malfaiteurs que de lutte contre le cancer, car présidée par le franc-maçon et escroc Jacques Crossmarie, Grande Loge nationale de France. Il sera condamné à de la prison, et pourtant, n'a-t-il pas reçu 2 pétitions de soutien de la part de 700 personnalités pour la première, 1000 personnalités pour la seconde, en expliquant que c'était quelqu'un de très bien et qu'il ne méritait pas d'aller en prison. Il a détourné des dizaines de millions d'euros, lui et ses 2 complices, Michel Simon et Pascal Sarda, s'offrant villa avec piscine, domestique, fleurs et champagne, voyages nombreux et lointains, des rémunérations occultes pour lui-même ou ses maîtresses, pendant que les autres mouraient. Pour ma part, je préfère que l'on me conseille sur la manière d'échapper à un sort aussi peu enviable que celui de contracter un cancer, que sur la manière de diagnostiquer une hypothétique maladie génétique avec des risques statistiques infimes et une incidence sur le pronostic vital et sur la qualité de vie beaucoup moins lourde. Tout est vérolé car nous sommes entourés de lascars et de voyous dont le seul but au monde est d'avoir beaucoup d'argent pour assouvir des besoins peu avouables. Les scandales de l'ARC, du laboratoire Servier, de l'amiante, du sang contaminé, de l'hormone de croissance, de la grippe AH1N1 sont là pour le prouver. Pendant que l'ARC utilise mal à propos ou détourne des centaines de millions d'euros consacrés à la recherche, que l'industrie continue de proposer des traitements criminels au point où l'on ne sait plus qui du cancer ou de la chimio tue, des millions de patients souffrent d'effets secondaires très lourds, parmi les moins graves, citant l'alopécie, la perte de cheveux, que tout le monde connaît. Mais il existe aussi chez le malade un risque infectieux, cause majeure de mortalité. C'est-à-dire c'est la chimio qui tue, ce n'est pas le cancer. Une toxicité hématologique systématique engendre la destruction des cellules sanguines et augmente les occurrences d'hémorragie tout en réduisant l'immunité au risque de favoriser les infections. Puisque les cellules immunitaires sont mortes, donc il y a des risques d'infection, c'est logique. Des troubles digestifs lourds comme les nausées, les vomissements, la constipation vont empêcher le patient de se nourrir correctement pour reprendre des forces. Enfin, c'est délirant là ce dont on parle, hein. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus reprendre des forces, il vomit tout ce qu'il mange. Il faut savoir ce qu'est une chimio, c'est violent, hein, c'est une horreur. Hein. Sans omettre une liste interminable de complications cardiaques, neurologiques, hépatiques, rénales, pulmonaires, etc. Je ne peux pas tout citer. Des risques de stérilité définitive existent aussi bien chez la femme que chez l'homme. Ainsi, si vous échappez à la faucheuse pharmacochimique, ce sera pour finir seul sans possibilité de fonder une famille. Tout y passe selon l'état de santé du patient. Des allergies très fréquentes sont dues à la chimio et se traduisent par des atteintes dermatologiques pour les cas les moins graves, ce qui remontera certainement le moral des cobayes englués dans cette hérésie. Vous vous doutez bien que toute cette série à peine croyable d'effets secondaires sera traitée grâce à une autre série de médicaments, grâce à des ordonnances CADI, portant sur des dizaines de médocs qui auront à leur tour d'autres effets secondaires qui ne seront pas gérés. Car il faut être tout de même conscient d'une chose, il est impossible à qui que ce soit sur cette planète Terre de comprendre et gérer les listes interminables d'effets secondaires et d'interactions médicamenteuses au-dessus de 3 médicaments, sans oublier le fameux effet cocktail. C'est de la pure loterie, ça passe ou ça casse, d'autant que les effets dépendent beaucoup du patient, de son âge, son sexe et tout simplement de sa constitution propre. Pendant que le système de santé officiel joue à la roulette russe avec la vie des malades, sans même s'appesantir sur les causes qui sont clairement environnementales, le docteur André Gernez a mis en place 2 techniques de prévention du cancer avec des résultats spectaculaires, dépassant les 95% de rémission sur des souris. Une cure de prévention active ainsi qu'un contrôle de sécrétion de l'hormone de croissance. Pur génie, aux découvertes surprenantes et révolutionnaires, dans le principe des cellules souches qu'il a découvert, il soigne la myopathie de Duchenne, enfin, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, c'est un génie. Alors, où j'en étais? Pur génie aux découvertes surprenantes et révolutionnaires, dans le principe des cellules souches, les travaux du docteur Gernez ont été systématiquement occultés par les politiques ainsi que par le système de santé hospitalier universitaire. Les responsables en charge de la santé publique avaient certainement fort à faire dans les agapes gargantuesques organisées par le frère Latruelle Jacques Crossmarie où le champagne coulait à flot. Le principe est très simple, il est question
J'ai bientôt fini, encore 5 minutes. Le principe est très simple, il est question de tuer très vite les premières cellules mutantes, avant le stade fatidique du million de cellules qui rendra l'évolution irréversible. Car comme le dit si bien le docteur Gernez, le sens commun veut qu'il soit plus facile d'écraser un gland qu'un chêne. Si on observe la courbe de Collins, on remarque que le cancer met 8 ans pour arriver au stade de détection d'1 milliard de cellules, ce qui représente un nodule que l'on peut palper sous la peau, d'1 gramme environ. L'évolution étant géométrique, 8 ans avant, il n'y avait qu'une seule cellule qui s'est multipliée par 2, puis 4, 16, 32, 64, 128, etc. En d'autres termes, si un traitement préventif annuel est réalisé, il est très possible et simple de tuer dans l'œuf ces quelques cellules cancéreuses. Concrètement, il est question chez les personnes à risque d'une cure alimentaire d'1 mois afin de mettre l'organisme en acidose métabolique. En pratique, il faut réduire d'1 tiers la ration alimentaire quotidienne, diminuer les apports en glucides et les viandes rouges. Enfin, on administrera à la fin de la cure 2 antimétotiques très légers comme l'hydrate de chloral et la colchicine. Les résultats sont spectaculaires et pourtant personne ne semble intéressé par cette découverte. Donc, comme vous le voyez sur la courbe de Collins, vous avez à 0 année, vous avez une cellule, puis à 1000 cellules à 3 ans, vous avez le stade de fixation. À 5 ans, vous avez le stade d'1 million de cellules, et là c'est irréversible, c'est trop tard. Et malheureusement, on ne le saura pas avant le stade d'1 milliard de cellules, donc du stade du petit nodule qui est palpable ou visible dans les examens radio, etc., d'imagerie. Donc il faut agir juste avant, et le docteur Gernez préconise donc cette cure de prévention active chaque année, à partir de 40 ans, que tout le monde peut pratiquer. C'est un petit jeûne, c'est tout, un petit carême, de rien du tout. Alors, la seconde façon est aussi d'une logique limpide, contrôler la sécrétion d'hormones de croissance, car sans elle, il est impossible de développer un cancer. Les animaux auxquels on a supprimé l'hypophyse ne se cancérisent pas. Cet arrêt de la sécrétion n'a aucun effet secondaire notable chez l'adulte, puisque sa croissance étant achevée, il n'en a plus besoin. Comme le dit très bien le docteur Lacaze, Jacques, proche, il fait partie de l'équipe du docteur Gernez, dans la brochure récemment imprimée et disponible gratuitement sur Internet, est intitulée pour une politique publique de prévention active des cancers, j'ouvre les guillemets, la vérification des travaux du docteur Gernez est très facile à faire. Il suffit d'une volonté politique. Point. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas compter sur les politiques ou les experts corrompus par l'industrie et leur lobbying corrupteur. La lecture du dernier communiqué élyséen à l'occasion du décès de Daniel Mitterrand nous donne un début d'explication. Malgré très peu de mots, il était truffé de fautes d'orthographe impardonnables pour des cabinets ministériels, à moins que dans ces bureaux on prenne systématiquement les plus médiocres. Alain Juppé n'est-il pas un repris de justice? Les scandales se multiplient dans une classe politique dépravée, aux mœurs douteuses. Affaire DSK, Carlton, affaire Georges Tran, affaire Michel Néré, la pédophilie assumée du ministère de la Culture, du ministre de la Culture Mitterrand, etc., etc., etc. Le chef, le directeur de cabinet de Christine Albanel, à l'époque ministre de la Culture, impliqué dans une partouze homosexuelle avec un mort, l'affaire Patrick Binet. Tous ces gens sont des voyous. Vous prenez les conseillers de Bertrand, le franc-maçon qui était salarié chez Servier. Voilà pourquoi le Mediator a été commercialisé plus de 33 ans. Donc ils sont tous corrompus et on n'aura jamais rien si le peuple ne réagit pas vigoureusement. 2 dernières révélations aggravent ce constat. Malgré les milliers de morts des affaires isomérides et Mediator, c'est une ancienne responsable de Servier, Catherine Ré-Quignot, à qui avait été confié pendant plus de 10 ans le dossier du Mediator à l'Agence du médicament, qui vient d'être nommée à un poste important. Selon le Figaro du mercredi 23 novembre, c'est très récent. Autrement dit, quand Catherine Ré-Quignot a pris en charge pour le compte de l'AFSAPS le dossier du Mediator, elle connaissait parfaitement la molécule de Servier, affirme le Figaro. Avant de rejoindre l'AFSAPS à la fin des années 90, elle a travaillé chez les laboratoires Servier, où elle a occupé le poste de médecin-chef de produit en charge de l'isoméride. Donc, elle connaissait très bien la molécule de l'isoméride qui est très proche, c'est une molécule à base de fluor, puisque l'isoméride, si je ne m'abuse, c'est fenfluoramine, et le Mediator, c'est benfluorex. Elle savait très bien ce dont il était question, et pourtant, ils ont autorisé la commercialisation de ce poison mortel. Donc,
c'est un jeu de chaises musicales qui fait passer les experts de l'industrie aux organismes de contrôle sans gêner grand monde. Qu'elle soit toujours en poste aujourd'hui défie la raison humaine. Moi, je ne veux pas qu'on parle de politique. D'abord, elle dégage, après on parle politique. Pire encore, une réunion s'est tenue à Courbevoie le 23 juin dernier au siège de Schering Plough France, une boîte qui a été rachetée par Merck en 2009. Depuis l'affaire du Mediator, la HAS a demandé, la Haute Autorité de la Santé a demandé à MSD, pour la première fois de son histoire, ce qui est un comble, de fournir la liste des experts qu'il a rémunérés pour travaux, notamment les grands pontes de la médecine, afin de ne pas les désigner pour évaluer leur nouveau poison chimique, le Victrelis. C'est logique, puisque, bon, ils les payent, ils ne vont pas évaluer le médicament de la boîte qu'ils payent. L'enregistrement de cette réunion de travail est consternant. Il est disponible sur Internet en plus. On entre dans le secret des voyous de la pharmacochimie avec une simplicité déroutante. Je cite, j'ouvre les guillemets. Vous êtes bien assis. Il y a des mecs, c'est les médecins, des mecs, qui n'aiment pas vraiment Schering Plough et MSD. Il faut aller les voir avec une valise de bifton et leur dire « Écoutez, on va signer un petit contrat tous les deux. » Il y en a qui vont voir l'argent arriver, ils ne vont rien comprendre. Fin de citation. Ça s'appelle une mafia. Rien d'autre. Ces voyous proposent tout simplement d'acheter des médecins peu coopératifs avec des valises de bifton. Rien de moins. C'est lui qui le dit. Avez-vous entendu parler d'arrestation, de mise en examen ou d'enquête judiciaire? Non. Autre question légitime. D'où viennent ces valises de liquidités et comment ces messieurs peuvent-ils en disposer aussi largement alors que le système Tracfin est censé guetter tout retrait en liquide supérieur à 3 000 €? Donc, la loi n'est pas appliquée dans ce pays, parce qu'il s'agit de dizaines de milliers de médecins. C'est une armée de milliers de visiteurs médicaux qui va aller voir des dizaines de milliers de médecins, je ne plaisante pas, et qui vont proposer des biftons. Bifton, c'est une belle liasse, c'est des milliers d'euros. On est en train de parler de dizaines de millions d'euros. D'où vient cet argent? La bonne nouvelle est que rien ne nous oblige à les écouter, rien ne vous oblige à consommer leur poison, rien ne vous oblige à suivre leurs prescriptions. Mais il faut agir, il faut attaquer ce système mortifère grâce à l'union des compétences de chacun. L'association APAG du docteur Gernez, APAG, a été mise en place dernièrement. Il faut y adhérer et faire connaître leurs travaux au plus grand nombre. Car il n'y a pas pire attitude que d'attendre la catastrophe avant de commencer à réagir. Il serait déjà trop tard. Aidez-nous à gagner ces élections afin de mettre ces problématiques au premier plan des préoccupations politiques et mettre ainsi à terme un terme définitif à l'hyperpuissance de Big Pharma. Il faut absolument faire rentrer ces problématiques dans le débat politique et dans les préoccupations premières de la politique, des débats publics. Sinon, on ne fera qu'accumuler des milliers et des milliers de cadavres sans comprendre même pourquoi on en est là. Parce que c'est une course sans fin, on tourne en rond et on augmente la prescription et l'injection et l'administration de ces molécules chimiques. Merci pour votre attention.